Bienvenue à tous dans cette 17e étape de nos débats communaux. Cette fois-ci, c'est Forêt qui est à l'honneur. La commune est bien sûr connue pour sa salle de spectacle et pour son usine de montage de voitures, mais elle ne se résume pas à ça. Elle s'étend sur 625 hectares. Voilà la superficie. Et le 1er janvier 2018, un peu plus de 56 000 habitants y résidaient. Au niveau politique, la commune est dirigée par une coalition qui réunit les socialistes, Écolo-Groen et Défi. Dans l'opposition, on retrouve le MR, la deuxième force politique de la commune, le CDH et un indépendant. Un plateau exclusivement masculin ce soir pour débattre des enjeux forestois. Avant d'entendre les candidats, on écoute Michel Gaillère qui toute la journée a tenté de connaître les préoccupations des habitants de la commune. La quasi-totalité des habitants de Forêt que nous avons rencontrés nous ont dit participer régulièrement à des activités qui sont organisées sur le territoire de la commune. Elle est donc perçue comme dynamique. Mais il y a des points qui inquiètent, à commencer par une forme de fracture sociale entre les quartiers cossus de Forêt et ceux plus populaires. Tout le monde n'a pas les moyens de se loger comme il le voudrait, nous dit un habitant. Une mère de famille s'inquiète de l'arrivée à terme d'un centre pour jeunes délinquants. Nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations à ce sujet et je me demande à quoi cela va ressembler dans le quartier. Il y a aussi la question de l'enseignement, des infrastructures qui sont apparemment déplorables. Des parents nous en ont parlé. Certains se demandent aussi, notamment chez les anciens forestois, comment il se fait qu'autant de commerces ferment ici dans leur commune. Voilà, autant de thèmes que nous aborderons dans l'émission, mais vous le savez, le principe de ce débat, c'est que l'on donne la parole aux forestois. Voici tout de suite la première question. Je me pose la question finalement si le centre pour jeunes délinquants à l'ancien internat de Forêt pour garçons est vraiment une bonne idée, étant donné que l'internat de jeunes filles est déjà investi effectivement, je crois, pour des sans-abri ou des réfugiés, je sais pas, mais enfin voilà, et qu'on a déjà un projet de cohésion, mixité sociale, place Albert avec des logements sociaux et un centre culturel qui est en train de se construire. Donc on se demande un petit peu. Voilà donc, qu'en pensent nos candidats, c'est ce qu'on va tenter de savoir et c'est un tirage au sort qui détermine la première prise de parole et c'est vous, Laurent Haken, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste CDH. Alors, une IPPJ, une institution publique de protection de la jeunesse à Forêt, oui ou non pour le CDH? Mais je pense que le dossier était un peu à l'image de comment la majorité a amené beaucoup de dossiers ici dans cette dernière législature, avec très peu de communication de la part des habitants et donc beaucoup de craintes légitimes, puisque les habitants ne connaissaient pas les dessous du dossier, les contours, en quoi ça concerne. Je pense qu'on a encore très peu d'informations sur ce que ça concerne. Et donc nous, on a plaidé, on a déposé une motion au conseil communal il y a quelques mois pour qu'il y ait des réunions d'information bien plus larges avec tous les habitants du quartier, voire même de la commune, pour ceux qui sont concernés. Donc ça veut dire oui pour vous, mais avec beaucoup plus d'informations. En fonction des détails, parce que même nous, au niveau de l'opposition, on n'a reçu aucun détail du projet pour l'instant. Et donc ce sera à voir dans la prochaine législature. Donc si vous n'avez pas d'avis, vous êtes favorable ou pas? À voir en fonction de à quoi ça ressemble, parce que pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Stéphane Roberti, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo-Groen. Même question pour vous. Demain, est-ce que vous dites oui à l'installation de ce centre ou pas? Et donc aujourd'hui, il y a 2 bâtiments de la communauté française qui sont vides depuis des années. Alors heureusement, ils sont occupés. On a pu y accueillir des migrants qui y résident pour l'instant. Ça les dépanne. Mais effectivement, il faudrait qu'à terme, ces bâtiments soient utilisés. Alors moi, ma préférence va pour une école secondaire, en tout cas dans un des 2 bâtiments, parce qu'on a vraiment besoin d'écoles secondaires à Forêt. Et puis après, la communauté française a un projet d'IPPJ. Et c'est vrai que pour les jeunes qui ont commis des actes délictueux, c'est important d'avoir un espace à Bruxelles dans lequel ils puissent être accueillis. Moi, je n'ai pas d'avis sur le lieu à donner. C'est la communauté française qui doit décider en fonction des bâtiments qui sont là. Plutôt favorable à cette installation. Mais effectivement, si la communauté française vient chez nous, on fera effectivement l'effort d'expliquer avec la communauté française, aux habitants du quartier, que fondamentalement, il n'y a pas plus de risque pour eux d'accueillir ce type de jeunes que d'accueillir d'autres institutions. Marc-Jean Geisels, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. Alors c'est un projet qui est porté par le ministre socialiste Rachid Madrane. J'imagine que vous n'allez pas me dire que vous êtes contre l'installation de cette institution. Mais, souligne Laurent Haken, il n'y a pas eu assez d'informations jusqu'ici. Vous répondez quoi? Alors, Monsieur Pesset, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis totalement indépendant dans la gestion de ma commune et quelle que soit la couleur du ministre qui propose un projet, si je ne le trouve pas bon,
je m'y opposerai. Ce n'est pas le cas parce que c'est un projet qui me paraît équilibré et je suis très étonné que M. Haken n'ait pas informé. C'est un projet dont on parle depuis 2 ans. Il aurait donc pu interpeller quand il voulait le collège. Il fait d'ailleurs de nombreuses interpellations au conseil communal. C'est en plus un dossier porté par le gouvernement de la communauté française et qui vise quoi? Qui vise simplement la réaffectation d'un internat. Donc il y avait un internat dans ces lieux pour héberger 10 filles et 20 garçons qui ont éventuellement des difficultés, que ce soit d'ordre familial ou que ce soit d'ordre judiciaire. La première chose que j'ai fait quand on m'a parlé de ce projet, c'est que j'ai interrogé la police pour savoir si ça pouvait poser problème. Il n'y a aucun problème dès lors que c'est la question du centre ouvert qui interpelle les habitants. Ces jeunes sont accompagnés et sont bien encadrés. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que M. Haken ne peut pas ignorer, parce qu'il connaît la législation, c'est que l'affectation est valable au niveau urbanistique et que le propriétaire de ce bâtiment, c'est la communauté française. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments. Et pourquoi il n'y a pas encore une information large? Parce que le dossier de demande de permis d'urbanisme n'est pas encore déposé. Et donc, on l'a dit au conseil communal, quand le dossier sera déposé, il y aura une large concertation des habitants, il y aura une procédure réglementaire de concertation des habitants, et on a répondu, dans la mesure de nos connaissances, à toutes les questions qui nous ont été posées. Donc venir dire, M. Haken, il ne sait jamais prendre position. Il veut toujours faire oui et non pour essayer de faire plaisir à tout le monde. On respecte l'ordre de la première prise de parole, si vous le voulez bien. Je vais tout de même rappeler que vos diverses interventions sont chronométrées, et je ne voudrais pas devoir faire le gendarme pendant toute l'émission, au cas où vous êtes trop long. Marc Lowenstein, bonsoir, vous êtes tête de liste défi. Alors, votre opinion sur la question et votre réponse par rapport aux lacunes d'informations qui sont dénoncées par certains sur ce plateau. Bonsoir. D'abord, c'est important de préciser que ce n'est pas un dossier de la majorité. C'est un dossier qui va arriver de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour lequel on pourra se prononcer dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme. Il a été demandé, je répète un peu, mais il a été demandé que ce projet soit communiqué à l'ensemble des membres du Conseil, donc majorité-opposition. Moi, je n'ai pas encore le projet entre les mains. Les seules informations que j'ai sur ce projet, c'est l'information dans la presse et la réponse qui a été donnée lors du débat au Conseil communal sur le sujet. La seule chose que je regrette ici, c'est qu'on utilise ce dossier, qui est certes un dossier très sensible à des fins électoralistes, pour attiser les peurs, alors que je pense qu'un grand défi au niveau de la commune, c'est la cohésion sociale, et c'est fondamental de rester très serein au niveau de ce dossier. Et sur le fond, est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce projet, puisque la commune devra donner son avis demain dans une majorité? La commune devra donner son avis sur un permis d'urbanisme, et moi j'attends de voir l'ensemble du dossier. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même fondamental d'avoir tous les éléments en main avant de prendre position. Alors Cédric Père de Permentier, bonsoir, vous êtes tête de liste MR. Alors vous citez texto dans votre programme que vous ne voulez pas de cette IPPJ sur le territoire de la commune. Votre réponse quand vous attendez M. Lowenstein qui dit qu'on instrumentalise les peurs? Écoutez, tout d'abord, nous avons fait que relayer les inquiétudes de la part de nombreux riverains que nous avons rencontrés au cours des derniers mois. Ici, on a permis, avec justement des pétitions citoyennes, d'amener le débat au conseil communal. Ici, on voit que la majorité préfère ne pas se prononcer sur le dossier parce que le dossier est très creux, c'est vrai. Mais je pense qu'avant tout, le rôle des mandataires locaux, c'est de relayer les inquiétudes et d'avancer des propositions fortes. Et pour nous, et pourquoi vous n'en voulez pas, vous? Parce que pour nous, c'est un quartier résidentiel où on essaie de faire on travaille vraiment à la revitalisation de ce quartier. Et je pense que ce genre de projet, c'est-à-dire dans un centre pour les jeunes, a plutôt sa place en bordure de ville, voire à la campagne comme c'est aujourd'hui le cas. Et on voit les réactions des travailleurs sociaux qui disent eux-mêmes que c'est plus souhaitable d'écarter un petit peu ces jeunes du milieu familial où c'est plutôt difficile. Monsieur Haken, je voyais trépigner. Maintenant, vous pouvez répondre à Monsieur Geisels. Oui, je voudrais. Oui, vous pourrez, bien sûr. Mais vous m'avez demandé la parole pendant le premier tour. Je remercie Monsieur Lowenstein d'avoir été correct par rapport à ça. Nous n'avons reçu aucune information concrète au Conseil communal. Nous l'avons demandé dans une motion. Et apparemment, le collège non plus. Et donc, évidemment, que je ne peux pas me renseigner sur un dossier sur lequel je n'ai pas d'informations. Donc, je suis content de savoir qu'une partie de la majorité me rejoint et attend d'en savoir plus pour pouvoir trancher. Monsieur Lowenstein, très rapidement. Oui, très brièvement, rappelez qu'on a bien compris qu'il y avait un problème du côté de la population qui avait peur de l'implantation de cette IPPJ, d'où la nécessité, et c'est ce qu'on a décidé au Conseil communal, de prévoir une réunion d'information, d'inviter le ministre à présenter son projet lorsqu'il sera déposé. Voilà. Monsieur Geisels, je vous donne la parole avec un avertissement. Vous avez été très long dans la première prise de parole. Je n'ai jamais entendu de travailleurs sociaux dire que ce n'était pas un bon projet.
Et je voudrais simplement dire que M. Pierre et son équipe a passé son temps pendant toute une partie de la campagne à faire du porte-à-porte pour attiser les peurs. Et ça, je trouve que ce n'est pas le rôle des candidats lors d'une élection communale. Votre réponse, pris le pouls du quartier, chose que la majorité n'a pas faite. C'est pas prendre le pouls du quartier comme vous l'avez fait. Et sur les travailleurs sociaux, M. Geisels nous dit... Il y a eu de nombreuses interviews dans la presse concernant le déménagement du site qui se trouve dans la région de Charleroi, où des députés et maires se sont même inquiétés du départ du futur centre, je pense que c'est Marchienne ou Gemep. Et donc voilà, c'est pour les pertes d'emploi, c'est pas pour le bien-être des jeunes. Les travailleurs qui témoignaient disaient que c'était peut-être moins bien pour les jeunes de se retrouver en ville, plutôt que de se faire un travail sur eux-mêmes en bord de Et puis on termine sur ce sujet. Je pense que les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde qui est difficile pour eux. Il y a la situation de l'emploi est difficile, les perspectives pour les jeunes sont difficiles, et il y a effectivement des jeunes qui à un moment donné commettent des bêtises. Je pense qu'il est sain de pouvoir accueillir et de soutenir des initiatives qui font en sorte que des jeunes qui ont éventuellement un petit peu dérivé puissent être remis sur le droit chemin et qui puissent être accompagnés pour leur émancipation et pour l'avenir. Alors on parle d'enseignement maintenant, si vous le voulez bien, avec un dossier polémique puisque la législature a été émaillée d'une série de tensions entre parents d'élèves d'écoles forestoises et le pouvoir organisateur, la commune. Alors certains parents parlent de graves dysfonctionnements, notamment à l'école Arc-en-Ciel. Écoutez cette maman qui de guerre lasse a décidé de changer ses enfants d'école. Donc on a décidé de changer d'école parce qu'on avait perdu totalement confiance dans la capacité de gérer l'établissement, que ce soit de la part de la direction ou de la part du PO aussi. Il y a eu pas mal d'absentéisme d'instituteurs, d'institutrices, donc des absences régulières, répétées, prolongées, de longue durée, pas mal d'incertitudes à ce niveau-là, donc moins d'apprentissage pour les enfants, pas de bien-être non plus à l'école pour les enfants. Et donc tout cet absentéisme où pendant des semaines et des semaines, les enfants n'ont pas eu d'instituteur, on a décidé suite à ça de changer d'école. Mais c'est surtout parce que la commune n'est pas capable, selon nous en tout cas, de gérer les soucis que rencontre une école. Hors des écoles, les soucis, elles en rencontrent à différents niveaux quotidiennement. Voilà une maman désabusée. Laurent Haken, je vais vous donner la parole. Dans votre programme, vous dites la législature a été marquée par une gestion catastrophique de l'enseignement fondamental forestois. Demain, dans une majorité, vous changez quoi et vous faites quoi ? Et donc c'est vrai que c'est des choses qui ont été correctement faites par cette majorité. Ici, ça a été vraiment le flop. Entre vous en a parlé, la crise dans l'école Arc-en-Ciel, la crise à l'école Sept-Bonnier, le règlement d'ordre intérieur beaucoup trop extrême, et puis une guerre scolaire d'un autre temps où à Forêt, les repas chauds sont payés dans les écoles communales et pas dans les écoles libres, ce qui est en totale contradiction avec la loi. Et donc nous, on exigera, si on a l'occasion de participer au futur de Forêt, de créer une nouvelle dynamique pour l'enseignement en déjà créant de l'apaisement entre la commune et les parents. Ce qui passera par refaire pour nous, des parents, des véritables partenaires pédagogiques de l'école et donc refaire toute une série de mesures concrètes en concertation avec les parents, entre autres modifier le règlement d'ordre intérieur et vraiment travailler avec eux pour que la commune, l'école, les écoles même et les parents aillent tous dans la même direction. Et par ailleurs, on exigera un traitement égalitaire de toutes les écoles libres, communales et tout ce qui s'ensuit. Alors par rapport à ce règlement d'ordre intérieur, la majorité n'a pas toujours parlé d'une seule voix. D'ailleurs, M. Roberti, dans votre programme, vous demandez une évaluation qualitative de ce règlement d'ordre intérieur qui sanctionne les élèves donc en cas de retard répété. Votre souhait, c'est qu'il soit abrogé purement et simplement ou simplement modifié ? Et donc effectivement, moi je l'ai toujours dit au sein du collège, la manière dont le dossier des écoles a été géré par le PS et par Défi, on est totalement opposé à cette manière-là. Le règlement d'ordre intérieur, pour nous, est contraire à la Convention des droits de l'enfant. Effectivement, les enfants qui arrivent en retard sont sanctionnés, n'ont pas accès aux cours. Alors qu'en fait, la réalité, c'est de la responsabilité des adultes quand les enfants ne sont pas mis... Et donc demain, dans une majorité, vous voulez l'abrogation du règlement ? Demain, pour nous, effectivement, il faut revoir le règlement, faire un règlement qui soit concerté avec tous les acteurs de l'école. Donc on abroge celui-ci et on en édicte un autre. Qu'on dialogue avec les parents, avec les enseignants et qu'on mette tout le monde autour de la table pour refaire un règlement qui fait sens pour tout le monde et où l'objectif est de se centrer sur la pédagogie pour les enfants. Alors, Monsieur Geisels, votre attitude est souvent soulignée par certains parents concernant cette crise de l'enseignement. On parle de manque d'écoute, de dialogue impossible avec la commune concernant ces problèmes d'enseignement. Vous répondez quoi et qu'est-ce que vous changez dans le futur ? Alors, je voudrais d'abord corriger M. Roberti. Le Conseil d'État a confirmé que le règlement d'ordre intérieur était tout à fait légal et respectait tous les droits, y compris les droits des enfants. Je crois que ça me semble important de le préciser.
Moi, j'ai une grande confiance dans les directions scolaires, j'ai une grande confiance dans mes enseignants, et quand ils me disent que c'est important que les enfants arrivent à l'heure le matin, d'abord pour leur bien-être et pour leur permettre un apprentissage correct, j'ai tendance à les croire parce que ce sont des professionnels de l'éducation. C'est vrai qu'on a rencontré des difficultés, et on a encore des difficultés de dialogue avec certains parents. Je crois qu'il faut insister. On essaie de corriger, on essaie de dialoguer. Je peux vous dire, puisque le reportage, vous avez interrogé une maman qui a quitté l'école d'Arc-en-Ciel, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que la rentrée se passe bien et que la sérénité est revenue à l'Arc-en-Ciel. Je crois qu'il faut aussi le souligner, pas toujours donner des mauvaises nouvelles, il y a énormément. Et alors je voudrais dire qu'on a... Et donc vous dites qu'on a échoué sur certains points, 3000 enfants dans l'enseignement, ouais. 3000 enfants dans l'enseignement communal forestois et un taux de réussite de plus de 95% au CEB. Donc venir mais vous dire... confessez certaines erreurs, si je vous ai bien compris. Je confesse volontiers certaines erreurs et je ne demande qu'à m'améliorer. Mais je crois qu'il faut essayer sereinement de gérer les dossiers difficiles et ne pas travailler sur base de dénonciations anonymes. Je crois que c'est extrêmement mauvais. Pierre de Parmentier. Oui, voilà, tout d'abord, nous, on a soutenu le texte du collège à l'époque. Aujourd'hui, on voit que dans l'application, parfois, il y a des applications qui ne sont pas uniformes dans les différentes écoles. Donc nous sommes ouverts à une discussion avec les parents et clairement, si un nouveau texte doit voir le jour, il faudrait y associer les parents et les directions d'école pour cerner les vrais besoins. Et voir est-ce que vous voulez l'abrogation du texte ou pas? À voir si ça sur la table. Je pense que c'est un peu prématuré d'en discuter ici autour d'un plateau, mais je pense qu'on serait ouvert. Les enfants arrivent à l'heure à l'école. Tout à fait. Je pense que ceci ne doit pas C'est plutôt la politique de sanctionné. sanction qui était pointée du doigt. Mais elle n'est pas appliquée parce que maintenant tout le monde arrive à l'heure. Donc c'est ça qui est... Personne ne conteste que les enfants doivent arriver à l'heure à l'école. C'est la méthode dont on c'est la méthode pour qu'ils arrivent à l'heure et la manière dont les choses se sont passées. Mais personne n'a proposé une méthode qui convient. Où il y a eu une absence de dialogue. Moi, j'ai proposé avec le dialogue, on peut arriver à beaucoup de choses. fait. Il n'y a même pas eu de dialogue au sein de la majorité, puisque ce règlement d'ordre intérieur a été adopté par une majorité alternative. Et donc, aujourd'hui, le ressenti des parents, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme des acteurs, comme des partenaires de l'école. Et c'est ça qu'il faut changer. Et les premières victimes de ça, ce sont aussi les enseignants, qui sont entre les parents et le pouvoir organisateur, et les enfants, qui dans certains cas en ont beaucoup souffert. Et donc il faut retrouver la sérénité dans toutes les écoles. Les enfants en ont souffert. Oui, Monsieur Lowenstein, dans votre programme, vous parlez du renforcement de la participation parentale à la vie scolaire. Est-ce que vous estimez qu'il y a une responsabilité de la majorité dans son entièreté par rapport à la gestion de ces dossiers et qu'il y a des lacunes qu'il faut aujourd'hui combler? Alors, moi, j'entends M. Roberti qui met le PS et défi dans le même sac par rapport à la gestion de l'enseignement. On sent qu'il y a une fracture au sein de la majorité. Moi, j'ai géré ce que défi a géré au niveau de la majorité, au niveau de l'école. C'est la rénovation et l'entretien des bâtiments scolaires. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Donc, une des priorités du collège de la majorité était de mettre des moyens supplémentaires et conséquents pour améliorer la qualité d'accueil des élèves. Mais je voudrais vous entendre sur le règlement d'ordre intérieur. Je vais en parler tout de suite. Mais juste quand même préciser qu'il y a 5 millions d'euros par an qui sont investis dans les écoles, qu'il y a 2 nouvelles écoles qui vont être en cours de construction prochainement. Et sur ces points-là, on a déjà mis en place une concertation avec les parents, qui est systématique, qui se fait 2 fois par an depuis le début de la législature, où on fait le suivi des travaux. C'est important de le faire à ce niveau-là, et c'est aussi fondamental de le faire au niveau pédagogique. Donc il y a une confiance à retrouver avec les parents, un lien de confiance à rétablir, et ça doit passer bien sûr par un dialogue à rétablir avec certains parents, même si je pense que la majorité des parents ont confiance en l'enseignement scolaire et veulent aller de l'avant et veulent un avenir pour leurs enfants, et donc on se focalise sur les aspects pédagogiques, sur le défi environnemental, sur le défi numérique, sur le défi citoyen. Ça, je pense que ce sont des éléments qui sont fondamentaux et qu'il faut mettre au centre des discussions, tout en rétablissant, bien sûr, cette confiance qui a été écornée avec les parents. Monsieur Haken. Je pense que c'est chouette d'entendre la majorité maintenant pratiquement unanimement se rendre compte qu'il y a des choses à améliorer par rapport à ça. Mais pendant des années, on leur a expliqué qu'il manquait d'expertise sur tout ce sujet-là. On ne pouvait pas se jouer à inventer des règlements qui n'existaient pas ailleurs, à faire un peu de buzz dans la presse. Et malheureusement, je pense que tous ces règlements, il manquait d'expertise, et c'est ce que j'essaie de terminer. Attendez, on va laisser terminer Monsieur Haken et on vous permettra de répondre. Non, je pense que là-dessus, les directions font un boulot extraordinaire pour certaines choses. Pour tout ce qui était règlement d'ordre intérieur, il a manqué vraiment d'expertise, de regarder ce qui se passe ailleurs, de regarder ce qui se passe dans les autres. Mais bien sûr,
sûr que non. Quand on apprend, quand on veut des nouveautés, on regarde ce qui se passe à l'étranger, on regarde ce qui se passe dans les autres communes, et on prend le meilleur. Et ici, ce règlement n'était pas du tout bon. Et par ailleurs, maintenant, ça se passe mieux, parce que le règlement, en fait, en pratique, n'est juste pas du tout à appliquer. Et que dans la réalité, si même les enfants arrivent 2 minutes en retard, ils peuvent quand même rentrer dans l'école, et tous les parents le disent, et heureusement, parce qu'il était complètement inapplicable. Monsieur Geisels répondait... Je dis simplement que c'est blessant les propos de M. Haken par rapport à nos enseignants et à nos directions, par rapport à l'investissement que ces personnes font pour le bien-être et la qualité de l'enseignement. Je trouve que c'est très dur. Oui, mais certains parents parlent d'un pouvoir organisateur démissionnaire avec qui il était impossible de parler. Et donc votre attitude a également été mise en cause dans la gestion controversée d'une suspicion de pédophilie dans le chef d'un animateur de l'école des Sept-Bonniers. Et donc votre attitude, là aussi, a été mise en cause par des parents de cette école. Tout à fait. Est-ce que sur ce point-là, vous faites votre mea culpa? Alors, il faut peut-être rappeler tout le contexte. Aujourd'hui, on est 1 an plus tard, il y a eu 2 enquêtes judiciaires qui confirment que rien n'établit qu'il s'est passé quelque chose dans les classes vertes. Donc moi, ce que j'ai voulu, avec l'ensemble des responsables de l'instruction publique, voulu protéger, c'est l'enfant qui était en maternelle et dont il fallait absolument garantir l'anonymat et la protéger au maximum. Après, on nous a accusé de vouloir cacher les choses. On n'a pas voulu cacher les choses. On a voulu gérer le dossier sereinement. Et les instituteurs, la direction et moi-même étions très attentifs à cette difficulté et très sensibles à ce qui s'était passé ou pas. Cédric Père de Parmentier. Dans ce dossier Sept-Bonniers, tout d'abord, je tiens à rappeler qu'on a aussi omis la médiation du délégué au droit de l'enfance, qui a commencé un travail de médiation et qui l'a finalement abandonné. Donc tout n'est pas vert non plus dans le jardin du collège. Et je pense aussi qu'il est utile de rappeler que l'EMR a participé au dépôt de plainte afin de faire toute la lumière sur les faits, qu'ensuite nous avons proposé le retrait de la plainte parce qu'on a vu que ça tournait à la chasse aux sorcières et que des parents étaient clairement visés par les démarches du collège. Donc nous, on a estimé, comme bon père de famille, il valait mieux laisser les querelles intestines et laisser la quiétude à Sept-Bonniers et arrêter une guéguerre entre le collège et les parents. Monsieur Haken. Mais oui, c'était dans cette crise, la vérité, c'était même pas ce qui était important. Ce qui était important, c'était l'empathie, la communication. Mais ici, ce qu'on vous reproche, et ce que tout le monde vous a reproché, c'était la communication beaucoup plus empathique avec les parents. Ne pas, en effet, aller porter plainte contre des personnes qui exprimaient juste une inquiétude, un stress. On a porté plainte parce que certains menaçaient ou insultaient la directrice. Certains étaient inquiets, et donc dans des mails qu'ils ont envoyés à tous les conseillers communaux, il y a eu des soucis. C'est en tout cas pas ce qu'ils ont ressenti. Oui, non, d'accord, ils l'ont peut-être pas ressenti, mais je peux vous assurer que moi-même, mon fils a été à Sept-Bonniers, donc c'est une école que je connais bien. Et donc, effectivement, dans ce dossier, ce qu'il a manqué, c'est de communication et d'empathie. À un moment donné, quand le délégué général aux droits de l'enfant avertit les représentants du pouvoir organisateur que des parents se posent des questions, c'était à ce moment-là qu'il fallait communiquer et rassurer les parents. Ça n'a pas été fait. Ça a amené... alors qu'on n'avait pas d'éléments. Communiquer avec les parents, rassurer les parents qui légitimement, je crois, peuvent se dire qu'il y a qui, en tout cas légitimement, peuvent être inquiets. Ça n'a pas été fait. Il y a effectivement un mail anonyme qui a été envoyé et la réaction c'est porter plainte contre le mail anonyme et étendre cette plainte à plusieurs parents. Et donc, c'est pas ça la réaction. Pour nous, il faut... est venue bien plus tard quand la directrice a été menacée. Quand la directrice a été menacée. Alors, non, mais il faut pas terminer, M. Roberti, et puis on passe aux enjeux politiques. Pour nous, effectivement, il faut tourner la page de ça, arrêter de porter plainte, etc. et réinstaurer un climat de confiance avec les parents, avoir un échevin ou une échevine de l'instruction publique qui est à temps plein et qui va sur le terrain pour soutenir les parents. On va arrêter sur ce sujet-là. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, mais très rapidement, Monsieur Lowenstein, parce qu'on a beaucoup de thèmes à aborder encore. Très très rapidement, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. On a passé beaucoup de temps à se disputer entre différents partis. Je n'ai pas participé directement à tout ça. Je le vois un peu de l'extérieur, même si je fais partie du collège, même si je fais partie du collège. Mais je pense qu'il faut, par rapport à ça, prendre un peu de recul, même beaucoup de recul, tirer les leçons du passé et mettre en place une communication bien établie en situation de crise. Et je pense que ça, ce sont les leçons à tirer du passé et rétablir, bien sûr, la confiance avec les parents. Alors, on le voit en tout cas, on l'a vu sur ce débat sur l'enseignement, la vie politique n'a pas toujours été un long fleuve tranquille à Forêt, même au sein de la majorité. Donc, des dissensions sont apparues. On vient de le voir ici sur le volet enseignement. Est-ce à dire que cette majorité peut continuer ou pas? C'est la question qu'on va poser maintenant. Monsieur Lowenstein, il y a certaines rumeurs qui courent sur un accord préélectoral entre vous et la liste de Monsieur Geisels. Vous pouvez la confirmer ici, cette rumeur, ou pas? Non, je ne peux pas la confirmer parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord signé. Je sais bien qu'on aime bien essayer de marier les partis avant les élections, mais je pense qu'encore c'est l'électeur qui doit décider.
Et nous, en tout cas, on mène une campagne positive. On a travaillé positivement pendant 6 ans de manière constructive et de manière en toute loyauté. Et notre objectif, c'est d'aller au soir des élections, si on a la possibilité de discuter avec des éventuels futurs partenaires, c'est de travailler avec des gens qui peuvent travailler en loyauté, qui peuvent travailler de manière constructive et avec qui on peut accomplir une grande partie de notre programme. Ça, c'est ce qui est fondamental. Mais donc, non, il n'y a pas d'accord signé PS défi comme tout le monde le dit sur tous les toits. Alors, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'a pas bien travaillé ensemble. Je veux dire, on a travaillé ensemble pendant 6 ans. Il y a des sujets sur lesquels il y a pu y avoir des frictions avec le PS, avec Écolo. Il peut y avoir des convergences avec l'EMR, le CDH, comme avec le PS et Écolo. Donc voilà, je pense que le jeu est assez ouvert, mais je laisse le choix aux électeurs d'abord. Ouais. Alors, vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref. Pour Elio Di Rupo, votre président, la majorité idéale, c'est une majorité PS, défi, Écolo. Pour vous, est-ce que c'est une majorité idéale également? Alors pour moi, la majorité idéale, c'est une majorité confortable avec des gens qui veulent travailler dans la rigueur et continuer à faire progresser Forêt. Et est-ce que c'est PS, défi, alors Écolo? si Écolo met plus de rigueur dans sa gestion, parce que si le président du CPS est président à plein temps, je pense qu'au niveau de la gestion, il y a des choses à redire. Et donc c'est le 3e volet de nos différences avec Écolo. Donc moyennant une correction, c'est un partenaire qui est encore possible pour moi. Alors moyennant une correction, Monsieur Roberti, que pensez-vous de ce propos? Écoutez, moi tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, je trouve que la majorité a un bon bilan. Que ce soit sur les questions environnementales, que ce soit sur les questions culturelles et que sur les questions sociales. Sur les questions sociales, moi j'entends beaucoup le PS parler du CPS. Moi, sur sa gestion, sur votre gestion, sur ma gestion, sur ma gestion également, qui est mise en cause par le PS, Parti socialiste. Donc moi j'entends bien ça. Simplement rappeler qu'on a mis en place plus d'une dizaine de services par rapport aux citoyens. On a des unités spécialement adaptées pour personnes désorientées qu'on a ouvertes il y a quelques années. On va en ouvrir 2 bientôt. On a été considéré comme la commune la plus à la pointe dans l'accueil des migrants et donc par les migrants eux-mêmes. On a mis tout en place une politique de lutte contre les inégalités sociales. Je pourrais encore vous en citer plein. Parce que même défi dit il faut faire respecter les principes de bonne gouvernance au sein de l'administration du CPS. Je pense que les principes de bonne gouvernance au niveau du CPS sont respectés et moi je vois les résultats. Vous avez l'impression qu'on veut se débarrasser de vous dans la majorité? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que la politique qui est menée au CPS est une politique qui est reconnue par toutes les associations en région bruxelloise qui considèrent que mais la rigueur, monsieur, moi je vois les résultats. Je vois les résultats. Elle est essentielle, on ne tient pas compte des avis de tutelle. D'accord, mais les décisions... On ne respecte pas les procédures élémentaires, c'est quand même... Monsieur Marc-Jean, je vous ai envoyé un mail en vous parlant de 2 de vos conseillers. J'ai toujours pas eu de réponse sur leur attitude au niveau du conseil. Et donc, je pense que la gestion au niveau du CPS, j'en porte pas seul la responsabilité. Et par contre, moi je suis très fier du travail qui est réalisé par le CPS de Forêt et on est porté par beaucoup d'acteurs bruxellois qui reconnaissent ce travail comme étant un travail de qualité. Oui, Monsieur Haken, vous dites aujourd'hui que la majorité ne tient plus debout et qu'il faut en changer? Oui, déjà, en effet, beaucoup de remous, beaucoup de majorités alternatives sur des dossiers importants. Et puis par ailleurs, globalement, sur le bilan, pour nous, la majorité a manqué de souffle. Certains dossiers ont été initiés, mais il y a plein d'enjeux, et j'imagine qu'on va encore en parler en plus de l'enseignement, par lesquels il faudra travailler par ailleurs. Si vous n'êtes pas trop long. Exactement. et par ailleurs aussi, beaucoup trop de dossiers qui ont été faits à l'encontre des citoyens. On a parlé de l'école, mais il y a eu d'autres dossiers de gestion, de rénovation de voirie, etc., où c'était beaucoup d'affrontements. Et donc pour nous, il faudra besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique. Avec votre majorité idéale, une nouvelle génération d'élus. Et pour moi, la majorité idéale, c'est déjà celle qui sortira des urnes en fonction du soutien qu'on aura. Parfois, le premier parti peut se retrouver dans l'opposition. Et alors, par ailleurs, donc, moi, je peux travailler, je pense, avec tous les partis ici qui sont autour de la table sur plein de dossiers. Mais il faut d'abord donc pas de préférence entre le maire ou le Parti socialiste. Non, absolument pas. Ce sera par rapport aux exigences en matière d'enseignement et sur le reste. Ou si on en a la majorité, si les citoyens, la possibilité, si les citoyens nous en donnent l'occasion, on pourra regarder avec nos programmes qui peut se rapprocher plus de ce qu'on souhaite. Alors, Cédric Pierre de Permentier, vous étiez la 2e force
politique de la commune en 2012. Donc j'imagine que vous espérez en tout cas conforter ce score ou en tout cas l'égaler. Si vous deviez, vous, faire un bilan de cette majorité et mettre vos priorités dans la mise en place d'une nouvelle majorité, quels seraient vos partenaires idéaux? Tout à fait. On voit ici, on a l'exemple frappant que la majorité est essoufflée par l'exercice du pouvoir et que finalement c'est le MR qui fait la pluie et le beau temps dans la majorité. On vote des textes avec le collège qui ne sont pas soutenus par Écolo. Au CPAS, c'est le Défi et le PS qui parfois votent avec le MR. Donc finalement, l'opposition... oui, on fait le job d'opposition. Oui. Voilà. Après, c'est peut-être votre rôle de majorité de soutenir vos collègues. Alors, mais en ce qui me concerne, nos partenaires privilégiés pour l'après 14 octobre, en tout cas pour le soir même, nous voudrons d'abord voir un petit peu les résultats et voir avec lesquels on peut évidemment travailler. Mais après, voilà, on a fait du bon boulot entre 2000 et 2006 avec Défi et le CDH. Pour moi, ce sont des partenaires sur le plan idéologique avec lesquels on a le plus grand nombre d'affinités. Maintenant, après, on verra les questions programmatiques et aussi quelles sont les préférences des uns et des autres. Ouais, Monsieur Lowenstein, voilà un appel du pied de la part du MR. Oui, j'entends des appels du pied de la part du MR. J'entends que les états-majors des partis... Vous vous sentez courtisé? Que les états-majors des partis décident des majorités... Olivier Minga, il a dit qu'il voulait casser absolument partout où il pouvait l'alliance PSMR. Donc voilà. Il a donné aussi... donc ces états-majors qui font des alliances PSMR à certains endroits proposent des alternatives, des alliances progressistes, comme certains diraient, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le terme, la définition de progressiste. Oui, je pense que si on est courtisé, c'est aussi parce qu'on est crédible et parce qu'on a un bon bilan, parce qu'on travaille bien, parce qu'on travaille de manière sérieuse. C'est parfois les partis pivots qui décident d'une majorité, donc votre rôle sera important le soir des élections. Peut-être qu'il sera important. En tout cas, moi j'espère qu'on pourra jouer un rôle grâce au soutien des électeurs. On a préparé en concertation aussi avec beaucoup d'habitants, de commerçants, un programme qui se veut ambitieux. On se base aussi sur un bilan qui est solide et donc j'espère bien que grâce à la gestion rigoureuse qui a été la nôtre, à notre souci de transparence, de bonne gouvernance et de démocratie participative, on arrivera à convaincre un maximum d'électeurs et donc à faire partie d'une future coalition. Alors on va parler d'un thème qui a été souvent évoqué. Oui, très rapidement. Je ne suis pas prononcé sur quelle majorité. Pour nous, ce qu'on souhaite, c'est une majorité progressiste. Je le disais, le bilan aujourd'hui a été donc avec le PS, même si... Une majorité progressiste. Je pense que les dissensions qu'on a entre nous sont surmontables et je pense aussi qu'il y a des échevins qui ont fait particulièrement un bon travail. Nous, on a envie aussi de continuer avec Charles Papen sur la question de la culture, continuer tout ce qui a été fait en matière d'environnement et en tout cas, nous, on plaide pour une majorité progressiste le soir des élections. Je sens dubitatif, vous faites la moue là, monsieur Haken. J'entends ce qui est dit, j'ai vécu pendant 6 ans avec ces jeunes gens en face de moi et ce serait... pas souhaitable pour les Forestois en tout cas, parce que ça va encore se disputer beaucoup trop. Ouais, 10 secondes, parce que quand même quelque chose de vous êtes très en avance sur le temps de parole et Cédric Pierre de Permentier est très en retard. Les conseils communaux à Forêt, ils durent en moyenne maximum 1 heure, 1 heure quart, ce qui n'a jamais été le cas depuis au moins 20 ans. Donc c'est la preuve que le climat n'est pas aussi rock'n'roll que certains veulent le dire. Notamment la zone 30, notamment l'IPPJ, donc voilà, on comprend pourquoi les conseils communaux sont beaucoup plus courts. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à un thème qui vous intéresse tous. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, place Saint-Denis, où notre bus stationnait. C'est le commerce et c'est une Forestoise qui va vous interpeller à ce propos. J'ai envie que les commerces ici au centre de Bruxelles, au centre de Forêt, ne se déplacent plus vers Uccle ou ailleurs, par exemple sur le marché. Les maraîchers ne sont plus là, on ne sait pas pourquoi. Et puis les magasins de chaussures partent. Pour plusieurs magasins, c'est comme ça. Alors Cédric Pierre de Permentier, vous êtes en retard sur le temps de parole, donc je vous donne l'occasion ici de vous exprimer sur le commerce. On parle d'un commerce en déliquescence à certains endroits de la commune. Demain, dans une majorité, que faites-vous pour le redresser? Tout d'abord, c'est vrai que le commerce forestois est en déliquescence et pour nous, il serait important de rédiger un cadastre des commerces en pénurie afin d'assurer une réelle diversité commerciale parce que c'est aussi quelque chose qui fait défaut. Donc pour nous, ensuite, on pourrait envisager que ces commerces qui rentreraient dans le cadastre en pénurie bénéficieraient d'une prime au précompte qui permettrait de développer leur commerce et de revitaliser certains quartiers qui aujourd'hui souffrent de ce manque de mixité commerciale. Donc ne pas payer le précompte pendant un certain nombre d'années, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, ce sera aussi en fonction de la fiscalité forestoise, de voir un petit peu dans quelle mesure et sur quelle forme le précompte pourrait être amoindri. Après, c'est également revitaliser les associations de commerçants qui sont aujourd'hui en totale déliquescence illégalement.
Et je pense que les commerçants ont aussi un rôle à jouer dans la revitalisation du quartier, notamment par rapport au piétonnier Saint-Denis et d'autres éléments sur lesquels ils ont été complètement occultés parce que finalement on leur promet que le piétonnier restera quelques mois et finalement il est encore là aujourd'hui. Alors vous dites également dans votre programme, les commerçants forestois ont connu l'arrivée des horodateurs. Vous avez l'impression que ça nuit au dynamisme commercial? C'est vrai que ça jette un petit peu un froid parce que finalement les gens qui voulaient faire leurs courses à Forêt, quand on voit l'offre commerciale, ils sont un petit peu plutôt tentés d'aller faire leurs courses à Saint-Gilles ou à Uccle. Alors qu'aujourd'hui, Forêt souffre d'un manque criant de places de stationnement et les horodateurs ne font rien pour inciter à tout ça. Pour moi, il faudrait davantage de zones bleues sur la commune. Alors, Monsieur Haken, vous avez aussi cette exonération de précompte pour les commerces qui s'installeraient dans la commune, mais vous dites également qu'il faudrait des aménagements de qualité favorables aux piétons pour une politique de stationnement plus dynamique. Vous mettez aussi ce point de stationnement dans votre programme pour dynamiser le commerce. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le commerce, c'est notre deuxième priorité après l'enseignement parce que c'est le deuxième flop, je pense, de cette majorité, surtout au niveau du centre historique de la commune, où on voit qu'en effet, les commerçants partent. Rien n'a été fait pour en amener des nouveaux. Et donc, je pense qu'il faut absolument travailler, et ce sera la priorité, sur les 3 zones commerçantes de la commune, sur 2 choses. D'abord, pour rétablir et attirer de nouveaux investisseurs, de nouvelles enseignes, de nouveaux projets, avec une cellule qui ira à la recherche et qui proposera en effet 3 ans sans aucune fiscalité communale de tout, précompte mobilier et le reste, sur tout ce qui est commerce innovant. Et donc, évidemment, pas les commerces qui existent déjà, mais pour essayer d'attirer vraiment des nouvelles enseignes. On sait que les Forestois, comme beaucoup de gens dans notre ville, dans notre région, ont envie de faire leurs courses à proximité de chez eux. Et donc, on est sûr qu'il y a une demande pour tout ça, d'avoir des commerces bio, plus locaux et des alternatives aux supermarchés. Ça, c'est une chose. Et alors, vous voyez derrière vous, l'HEC de Bruxelles et la rue Jean-Baptiste Banpé ont fondamentalement besoin d'être rénovés pour avoir des trottoirs plus larges, pour avoir une offre de parking. Pour moi, les horodateurs ont leur place parce que sinon, il n'y aurait plus de place pour faire les courses. Et donc, avec le quart d'heure gratuit, c'est suffisant. Mais par contre, d'aménager le parking derrière la maison communale et qu'il soit beaucoup plus proche en termes de signalétique pour avoir un quartier beaucoup plus convivial et donc réaménager tant la chaussée de Bruxelles que la rue Jean-Baptiste Banpé avec des trottoirs plus larges et un quartier plus propre par ailleurs. Alors, Monsieur Lowenstein, vous parlez d'encourager l'utilisation de vitrines vides pour valoriser l'esthétique du quartier, l'animation, encourager l'installation des commerces éphémères dans votre programme. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part encourager et faire en sorte que de nouveaux commerces s'installent? C'est bien ça le problème aussi, et le défi à relever, c'est qu'il y a une liberté de commerce et on ne peut pas forcer un commerçant à venir s'établir à Forêt. Il faut mettre en œuvre les moyens pour l'y inviter. Mais ce qu'on voit aujourd'hui à Forêt, c'est qu'il y a sans doute dans le centre de Forêt un problème clair au niveau de l'aménagement des voiries, une paupérisation peut-être aussi du quartier qui fait que certains ne veulent pas s'aventurer à ouvrir un commerce à Forêt. Je n'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va devoir exploiter la rénovation de l'abbaye et du centre de Forêt. Donc il y a des projets qui sont en cours, le pôle culturel au niveau de l'abbaye, le réaménagement des voiries au niveau de la chaussée de Bruxelles, avec l'objectif de faire un aménagement de plein pied pour rendre l'espace plus accueillant. Et j'imagine que grâce à ça, grâce à l'activité au sein de l'abbaye, grâce à tout le personnel qui va se retrouver dans la maison communale rénovée, on amènera plus de chalands dans le quartier et ça motivera aussi certains commerçants à venir. Entre-temps, oui, il faut essayer d'encourager d'une manière ou d'une autre des commerces éphémères ou être imaginatif, travailler sur les enseignes, sur la cohérence visuelle. Voilà quelques éléments et peut-être aussi développer davantage de festivités en concertation avec les associations de commerçants. Monsieur Roberti, vos priorités en matière de commerce? Oui, donc les commerçants jouent pour nous un rôle essentiel. Ils jouent un rôle important dans les quartiers. Nous, notre objectif, c'est qu'on développe le commerce de proximité, que les gens puissent aller à pied chez les commerçants. Mais il faut diversifier l'offre en fait. Il y a aussi et comment fait-on pour inciter certains commerces à s'installer à certains endroits? Concrètement, moi je pense qu'il faut créer une régie au niveau de la commune qui s'occupe à la fois du logement mais qui pourrait aussi acquérir des rez-de-chaussée commerciaux et qui pourrait faire en sorte de mettre à disposition de certains commerçants ces rez-de-chaussée commerciaux. Ça nous permettrait d'avoir un levier, de pouvoir voir qu'il y a une diversité d'offres et de pouvoir comme ça développer les commerces à Forêt. Oui, allez-y. Si vous avez je pense qu'aujourd'hui, il y a malgré tout quelque chose qui se passe. On voit que les gens ont envie de soutenir le commerce local, soutenir les artisans, et je pense que c'est cela qu'on doit soutenir.
et qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui se sont créées qu'on doit pouvoir soutenir. Ouais, vous n'avez pas l'air convaincu, monsieur de Parmentier. Pour moi, une régie commerciale, c'est vrai que ça me semble une question plutôt par rapport au financement. Je préfère travailler sur base d'un cadastre où on verrait directement quels commerces sont concernés par la pénurie et justement travailler en amont plutôt que de faire de l'assistanat. Et donc l'achat de certains bâtiments pour permettre d'y créer des commerces, vous n'y êtes pas favorable? Pas nécessairement, parce que je pense qu'avant tout, il faut travailler avec les commerçants. Et M. Lowenstein parlait de liberté d'entreprendre. Je rejoins tout à fait cet argument-là. Je suis libéral avant tout. Je pense que ce n'est pas à la commune de prendre les commerçants par la main et de faire de l'assistanat. Alors, M. Geisel, vous êtes très en avance sur le temps de parole, donc je vais vous demander d'être très bref sur ce point du dynamisme commercial. De manière globale, c'est un problème qui n'est pas propre à Forêt, la difficulté des commerces en ville, que ce soit à Forêt ou dans d'autres villes même d'Europe. Ce qu'il faut, c'est rendre le quartier attractif. C'est pour ça qu'on rénove l'hôtel communal, un projet dont on parle depuis 25 ans. Nous l'avons mis en œuvre. Et le contrat de quartier ABI qui permettra la rénovation de l'ensemble des voiries, créer un pôle culturel à cet endroit et une transformation complète de la gare de Forêt-Est. Alors, on parle du stationnement maintenant, si vous le voulez bien, et avant cela de la zone 30, puisque Forêt a décidé de généraliser sa zone 30, en tout cas sur les axes les plus petits. Il resterait quelques grands axes où le 50 serait autorisé. Monsieur Cédric Père de Parmentier, vous refusez, dites-vous, la création arbitraire d'une zone 30 généralisée. Ça veut dire qu'elle devrait s'installer dans quelle partie de la commune? Et le projet qui existe actuellement, vous n'en voulez pas? Tout d'abord, il faut rappeler pourquoi est-ce qu'on a dit arbitraire. Parce qu'il n'y a eu aucun débat qui a été organisé au Conseil et absolument aucune concertation préalable avec les citoyens. Je pense avant tout que maintenant les zones 30 ont un rôle social à jouer parce que ça préserve la convivialité de nos rues. Donc je ne suis pas du tout opposé à la création de zones 30, mais elles doivent répondre à une logique de terrain. À Uccle, on fonctionne par une logique de maillage. Donc, mais vous êtes contre une zone 30 généralisée? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, il faut garder le 50 sur les grands axes et garder un certain confort de route aussi, bien que lorsqu'il y a une école à proximité... Le 50 sur les grands axes, c'est prévu, en tout cas les axes les plus importants de la commune. Je sais que la majorité réfléchit pour passer en 30. Donc voilà, je pense qu'ici, il faudrait pouvoir, pour nous, garder une convivialité tout en conservant une qualité de route pour les usagers et le trafic de transit. Et donc vous êtes pour? C'est ce que vous nous expliquez. Vous dites que vous êtes contre, mais vous dites que vous êtes pour. Non, je suis pour une logique pragmatique. C'est toute la différence. Pragmatique, c'est ce qu'on fait. Alors, parce que vous voulez une zone 30 généralisée, alors que nous, on préfère écouter les riverains et voir un petit peu... Et vous nous dites, je ne suis pas d'accord, sauf si on fait une 50 sur les grands axes et zone 30 ailleurs. C'est ce qu'on propose. C'est ce qui est proposé. Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a fait aucune concertation avec les riverains. Par exemple, l'avenue du Domaine. Vous voulez la passer en zone 30, nous on voudrait bien la maintenir en 50. Victor Rousseau, c'est la même chose. Donc pour vous, il y a beaucoup d'axes qui passeraient en zone 30. La différence entre vous et nous, c'est qu'on rencontre les Forestois tout au long de l'année, depuis des années. Sauf que ces rencontres électorales... Vous arrivez maintenant sans connaître les Forestois, et puis vous nous expliquez ce qu'ils souhaitent. Moi, je sais que dans les rencontres de quartier, tout le monde nous demande d'avoir une vitesse limitée. Ces rencontres de quartier parlaient des problèmes généraux du quartier. Non. Mais ce n'est pas exhaustif. Monsieur Hackett, si vous voulez bien, vous dites aussi dans votre programme, il faut installer des zones 30, mais pas partout, comme le souhaite le pouvoir actuel. Parce que pour l'instant, c'est surtout un effet d'annonce. Parce que zone 30 ou pas zone 30, ce qui compte, c'est de réduire la vitesse, et c'est surtout de réduire le trafic de transit dans les quartiers résidentiels. Et c'est là-dessus surtout que nous, on veut travailler. Et donc, s'il faut des zones 30, dans tous les quartiers résidentiels, ça en est pour, mais avec des infrastructures pour faire respecter cette vitesse, avec des contrôles de vitesse augmentés. Et donc, c'est ça vraiment qu'il faut faire. Ici, la majorité sortante a fait une annonce juste avant la fin de la législature en disant « tout est en zone 30 ». Il n'y a absolument rien qu'à changer dans la réalité. Nous, ce qu'on veut absolument, c'est des quartiers résidentiels avec moins de voitures, des rues beaucoup plus apaisées, des rues scolaires, c'est-à-dire des rues sans voitures devant les écoles au moment du début et de la fin de l'école, et vraiment garder les voitures sur les grands axes pour avoir des quartiers qui respirent. C'est une question de santé publique pour tout le monde. Monsieur Lowenstein, vous me demandiez la parole. Rapidement, s'il vous plaît, parce que vous êtes aussi un peu en avance sur le temps de parole. Ce que j'entends, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que... Par exemple, sur l'avenue du Domaine, on ne semblait pas avoir d'accord. Hein. Vous la voulez en zone 30, pas le MR, par exemple. Sur le principe général, d'avoir des zones 30 sur les voiries communales et d'avoir des zones 50 sur les axes régionaux, avec éventuellement un ou deux aménagements à la marge,
on pourrait y réfléchir. Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Je voulais juste préciser au niveau des atouts des zones 30, des avantages de zone 30, c'est pas juste la convivialité, c'est aussi la sécurité routière, la qualité de l'air. Je pense que ce sont des éléments importants et que les citoyens attendent ça. Lors des rencontres citoyennes, on a abordé cela avec plus de 1000 personnes qui sont venues participer à ces rencontres citoyennes, qui ont entendu le projet de zone 30. Vous étiez là, vous avez participé aux dernières. On en a parlé, on n'a jamais eu d'objection par rapport à cette zone 30. Apparemment, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Sur la question des zones 30, la question c'est la qualité de l'air. Aujourd'hui, à Forêt, la qualité de l'air est médiocre. On dépasse les normes européennes qui elles-mêmes sont inférieures à ce qui est recommandé par l'OMS. Et donc la zone 30, c'est une première étape. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est réaménager les voiries. Non, mais c'est important. C'est réaménager les voiries pour que les gens puissent circuler à pied ou à vélo. À certains endroits, donner plus de place aux piétons et pouvoir sur certains trottoirs faire des pocket parks, faire des jeux pour les enfants et aller beaucoup plus loin. Et puis il y a un projet aussi qui nous tient à cœur de passage cyclo-piéton qui rejoindrait le Wils vers Uccle. Et ce sont ce type d'aménagement-là qu'on doit faire, parce qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter, et globalement, la question du réchauffement climatique. Je voudrais vous relancer, M. Geisels, et je vous demanderai d'être bref sur le plan de stationnement. Le CDH demande par exemple qu'il soit revu et simplifié. Une grande partie de notre commune doit être placée en zone bleue, dit le CDH. Votre réponse par rapport à cela ? Moi, je veux bien qu'on revoie, mais pour l'instant, c'est un système malgré tout qui fonctionne. Donc il y a un système unanime sur la commune de Forêt. On a maintenu la carte de riverains qui est valable partout en zone verte, ce qui est assez rare à Bruxelles. Donc le Forestois s'est habitué à un système. Moi, je veux bien qu'on le fasse évoluer progressivement, mais arrêtons de changer les habitudes des gens aussi. Pourquoi doit-on changer le plan de stationnement, M. Haken ? Chose de un, il ne rapporte absolument rien à la commune, parce que comme les tarifs sont très bas, ça coûte plus cher en contrôle qu'autre chose. Et donc ça embête beaucoup de gens, les grands-parents qui viennent chercher leurs enfants, les petits-enfants pour les garder après l'école, etc., qui eux doivent payer, alors qu'en fait ça ne rapporte rien et il y a presque pratiquement personne qui doit payer. Le vrai problème, par contre, c'est évidemment en soirée, comme dans beaucoup de communes, c'est sûr, mais on a la particularité chez nous d'avoir une grande salle de spectacle, Forêt Nationale, vous en avez parlé tout à l'heure. Et pour les soirs de concert, là par contre, il n'y a aucun règlement, c'est gratuit, n'importe quel spectateur peut venir se garer gratuitement dans toutes les rues, et donc évidemment prendre la place des riverains qui rentrent éventuellement plus tard ou qui veulent même quitter chez eux. Une zone bleue autour de Forêt Nationale, c'est votre proposition. À l'image de ce qui a été fait pour le stade d'Anderlecht, réglementer la zone autour de Forêt Nationale en mettant une zone bleue, ce qui empêchera du coup les spectateurs de se garer. Il y a des solutions alternatives pour ceux qui ne veulent pas prendre le transport en commun, le parking Audi à 500 mètres et le parking Stahl avec un ticket Steep gratuit. Cédric Père de Permontier, en matière de stationnement. On rejoint tout à fait ces propositions-là, puisque pour nous, c'est vrai que Forêt Nationale et le Stade de l'Union sont 2 points noirs en matière de stationnement, et une zone 30 généralisée, une zone bleue généralisée dans la zone pourrait être une solution pour remédier à ce trafic qui est juste le cas d'un jour ou d'une soirée. Et à côté de ça, on pourrait améliorer la convivialité du quartier pour les riverains qui ont toujours plus de difficultés pour se garer. Alors, M. Lowenstein, spécifiquement sur cette question autour de Forêt Nationale, quel règlement demain pour empêcher ce stationnement intempestif ? C'est un sujet qui est important. Oui. Je vais juste recadrer. Il y a une ordonnance régionale. Soyez très bref, s'il vous plaît. Il y a une ordonnance régionale qui impose la sectorisation. Ça veut dire que les gens qui ont une carte de riverain, à partir du moment où on va mettre l'ordonnance en vigueur, ne pourront plus se garer que dans leur secteur. À côté de ça, il y a des voitures qui viennent, des automobilistes qui viennent à Forêt Nationale et ils viennent se garer jusqu'à devant Forêt Nationale. Ouais, votre solution. Oui, résultat, pas de stationnement. Et la solution, c'est de transformer les zones vertes en zones bleues, d'étendre les zones bleues en soirée, les soirs de concert, de telle sorte d'inviter ou de forcer les visiteurs de Forêt Nationale à aller vers les parkings Audi et Stahl qui existent et permettre aux habitants de pouvoir se garer à proximité, de faciliter aussi le parking des riverains. Ce que je demande depuis 6 ans, et on ne vous a jamais entendu dans la majorité ici pour remettre quoi que ce soit en cause. Pardon. Non, ça a été abordé. Le seul problème, c'est le timing au niveau notamment de la mise en œuvre de l'ordonnance stationnement et de la sectorisation. Et l'objectif, ce n'était pas de faire des petites mesurettes petit à petit, mais de faire ça de manière globale. Il y a eu des fautes par rapport à ça, vous avez dit non. Hein. Ouais. Alors, M. Roberti, la majorité a dit non à une solution qui maintenant est envisagée. Par rapport à Forêt Nationale, Forêt Nationale doit avoir un parking de transit. Il faut les forcer à faire en sorte que les spectateurs utilisent ce parking de transit. Mais oui, mais donc il faut les forcer à ce qu'ils l'utilisent pour qu'effectivement les riverains ne soient pas dérangés les soirs de concert. Ouais, et donc la zone bleue, comme elle est proposée,
Moi, je suis ouvert à toutes les solutions qui sont concertées avec les commerçants et avec les habitants. Monsieur Geisel, sur ce point-là, je vais mettre autour de la table Forêt Nationale et Audi, et il y a la mise à disposition d'un parking de 650 places, donc ça soulage le quartier. Les solutions faciles avec la zone bleue en comparant Anderlecht, c'est deux problématiques différentes, parce qu'à Anderlecht, 90% du public est toujours le même à chaque match de foot, tandis qu'à la salle de spectacle, il y a peut-être 5% du public qui est toujours le même. Donc on ne peut pas transposer purement et simplement la solution anderlechtoise. Mais je suis ouvert à toute solution du moment que ça améliore le confort des forestiers. Monsieur Haken, le Sport Palais fait exactement la même chose, et donc là c'est vraiment le même cas que Forêt Nationale. La localisation du Sport Palais n'est pas il y a des riverains juste à côté, et apparemment ça se passe très bien avec une zone payante. Après avoir étudié les choses dans tous les sens, je pense que la zone bleue c'est la solution la plus efficace et la moins ce qu'on demandait déjà il y a 6 ans. rentable. Mais tant mieux qu'on nous suive maintenant, je suis content pour pouvoir avancer pour la suite. Alors, dernière question citoyenne, vous allez l'entendre, elle a trait au sport dans la commune. Ce qui manque, c'est d'abord la piscine. Je trouve qu'à Forêt, il n'y a pas la piscine pour les jeunes, ils doivent aller ailleurs. C'est très important pour les forestois parce que s'ils vont aller ailleurs, ils vont payer plus cher. Je pense que dans la liste des bourgmestres, il y a les candidats qui vont faire peut-être un effort pour que le projet soit accordé. Ah, ça c'est quelqu'un qui vous aime bien, monsieur Geisel. Alors, Cédric Pierre de Permentier, créer une piscine à Forêt, quand on voit les difficultés qu'a eu Gansoren pour trouver une solution pour rentabiliser la piscine, est-ce que vous dites banco? Tout à fait. Nous sommes ouverts sur la question de la piscine. Par contre, voilà, vous l'avez soulevé vous-même, il y a toute une question de financement, et aujourd'hui, quand on lit la déclaration de l'Echelon-Wartassi, on voit que la solution n'est pas du tout tranchée. Il y a également un problème d'implantation. D'un côté, on parle du BEMT, où les riverains sont complètement opposés à ce qu'on vienne de nouveau installer de nouvelles infrastructures sur le BEMT. Il y a déjà Audi qui s'agrandit. À côté de ça, on voit également que par rapport au site de Diamantbord qui est également abordé, on voudrait implanter là, enfin le projet de majorité en tout cas, c'est d'implanter l'école Puzzle. Donc on se demande un petit peu s'il y a vraiment une vision par rapport à cette piscine ou si c'est plutôt un effet d'annonce préélectoral. Donc vous êtes un peu perplexe sur la création d'une piscine, si je vous entends bien. On sait qu'il y a un besoin d'une création de piscine. On le voit, la majorité a été mise en défaut dès le mois de juin avec Saint-Gilles qui a dit stop. Eh bien aujourd'hui la situation est réglée, mais c'est du bricolage. C'est du bricolage, monsieur Lowenstein. Oui, alors il reste moins d'une minute, donc chacun va devoir être très bref. Monsieur Haken, sur ce projet. Moi, ça me fait rire d'entendre une citoyenne qui s'est fait apparemment convaincre que la liste du bourgmestre allait faire quelque chose. Ça fait 12 ans qu'ils sont là. Ils viennent un mois avant la fin de la majorité ici proposer une piscine. En effet, il n'y a pas le choix d'en avoir une. Les enfants forêtois, sinon, dans quelques années, ne pourront plus nager parce que la piscine c'est payable. est payable. Et par ailleurs, il y a des budgets régionaux. Il y a un plan piscine qui est financé. Et donc, il faut absolument le faire. La majorité n'a pas su le faire, mais la prochaine, j'espère, en faire partie et on le fera. Monsieur Roberti, c'est pas dans votre programme, la création d'une piscine. Si. Ah, donc, non, je vous assure que non. Okay, mais donc la piscine, évidemment. Vous voulez simplement établir un accord avec les communes voisines possédant une piscine sur leur territoire. Voilà. Moi, je crois qu'on ne fait pas d'effet d'annonce en promettant une piscine olympique, etc., qui va coûter quelque chose qui est impayable, contrairement à la liste du bourgmestre. Mais donc, effectivement, il faut une piscine à Forêt. Il faut discuter de ça avec la région. Il faut trouver les financements. Et par ailleurs, par rapport au sport, moi, je veux aussi dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau du sport pour que le sport soit, l'accès aux infrastructures soit réparti plus équitablement entre les hommes et les femmes. Alors 15 secondes, monsieur Lowenstein, s'il vous plaît. Alors, la région encourage la mise en place d'infrastructures supracommunales. Donc moi, je leur tends la main et j'espère qu'ils prendront Forêt et peut-être un lieu frontalier avec Anderlecht pour créer une piscine régionale financée par la région au niveau de l'entretien, de la maintenance et de la construction. Monsieur Geisel. Alors, pas de piscine au BEMT en tout cas, mais un autre lieu qui pourrait et par rapport aux déclarations de M. Haken qui dit que vous vous réveillez à un mois des élections et que vous prévoyez une piscine. Mais écoutez, il suffit de se promener dans Forêt. Il suffit de promener dans Forêt et les forestois constatent qu'en 6 ans, on a fait plus qu'en 25 ans. Donc dire que la majorité s'est réveillée, personne, à part M. Haken, ne peut le croire. La deuxième et la troisième, c'est vrai qu'avant Forêt c'était 0, il y a eu une première, mais je pense qu'il manque un peu de dynamique et de nouveaux personnels politiques pour remonter tout ça. On va en rester là. était au pouvoir, le dynamique était vraiment pas là. On va en rester là, on va en rester là, si vous le voulez bien. Le débat continuera après le générique. C'est terminé pour ce soir. Demain, on prend la direction des Verts. Très bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci.